Bonjour, je suis Damsel of Letters. Je suis anthropologue et je travaille à notre décolonisation en partant à la chasse des éléments coloniaux et néocoloniaux ancrés dans notre langage et nos comportements langagiers. Bienvenue sur le Study Vlog. Dans ce nouvel épisode de le Study Vlog, je voudrais que l'on parle de la femme potomitan. Femme fière, forte, pilier de la famille et de toute la société antillaise, je voudrais pourtant vous inviter à questionner cette figure emblématique, à questionner notre héritage. Comme nous l'avons déjà compris, en tout cas pour ceux qui l'ont véritablement et honnêtement engagé, nous sommes dans un processus de décolonisation et non pas dans une simple façade dite woke. Et ce processus de décolonisation est douloureux, difficile. Nous touchons à nos structures mentales, à nos définitions, à notre vision du monde, à ce qui a toujours été normal pour nous, à notre identité. Nous cherchons à nous libérer de nos chaînes mentales. Et ce n'est pas facile de nous rendre compte à quel point nous sommes solidement enchaînés. Et c'est encore moins facile de prendre des décisions, de faire des choix concrets afin de ne plus être les chiens bien dressés, domestiqués de l'ordre colonial. Et mesdames, la femme potomitan que nous revendiquons être pourrait bien être un exemple tristement magnifique, à la fois de la domestication et également de l'opacité des écrans de fumée qui nous entourent. Par rapport à la domestication, je vous encourage à revisionner le sous-épisode 4.1 de le Study Vlog. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mais pour l'heure, c'est parti pour la femme potomitan et la destruction de l'homme noir. Comme son nom l'indique, en créole, le potomitan est le poteau du milieu, c'est-à-dire un pilier central. Ce pilier supporte toute la charpente d'une bâtisse. Sans lui, tout s'écroule. La femme antillaise est ainsi qualifiée de femme potomitan. Elle est le pilier de la famille. C'est elle qui supporte même toute la société antillaise. C'est pour cela que l'on parle de matrifocalité. Ce terme, matrifocalité, fait référence à une structure, un système d'organisation basé sur la femme, sur la mère, sur la famille maternelle. La femme. Soulignons que nous parlons de matrifocalité, entre autres aux Antilles, plus largement dans la Caraïbe, mais également aux États-Unis. Ce sont des aires marquées par la colonisation et l'esclavage. Et donc, ces aires marquées par la colonisation et l'esclavage se sont également organisées, structurées via la matrifocalité. En d'autres termes, la femme est potomitan dans ces aires-là, même si elle n'apparaît pas sous ce terme potomitan. La femme noire, pilier de la famille. Et oui, pas de suspense, j'ai tout de suite marqué le lien entre colonisation-esclavage et matrifocalité-potomitan. Car voici notre enjeu. Il faut comprendre d'où vient cette femme potomitan pour comprendre pourquoi il nous faut désormais la questionner. Aujourd'hui, nous l'aborons comme un étendard fier, fort, courageux. La femme potomitan ne se laisse pas faire. La femme potomitan est responsable et mature. On applaudit sa bravoure et sa résilience. On appuie sur ces termes positifs. On veut en faire un exemple à suivre, un modèle pour toutes les petites filles. Car la femme potomitan est présentée comme une guerrière, presque surhumaine, qui peut tout supporter, tout endurer et qui peut survivre à tout. Pourtant, et je répète, j'ai tout de suite marqué le lien entre colonisation-esclavage et matrifocalité-potomitan. Car la femme potomitan est en fait un être traumatisé et hanté par le colonial. Pire, elle est une manifestation et une cristallisation du colonial dans nos quotidiens. Pire que pire, elle est un héritage que l'on transmet de génération en génération. Et cet héritage consiste en des chaînes solidement scellées depuis l'esclavage. Je vous explique et ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous retrouvez toute la bibliographie mobilisée en fin d'épisode. Rappelons ce que nous avons déjà mobilisé depuis l'épisode 3 sur la zone grise.
Penser les Noirs, tous les groupes de Noirs, c'est penser la manière dont l'ordre colonial les a divisés pour régner. Et une sphère de cette division concerne la famille. Diviser la famille noire. Comment? En attaquant l'homme noir. Bon, s'il vous plaît, comprenez de quoi on parle et ne commencez pas à vouloir tirer la couverture je ne sais où. Ici, ce n'est pas parce qu'on dit que l'homme noir est attaqué que ça veut dire que la femme noire ne l'est pas. Oh, elle l'est, au quotidien et depuis des générations. Mais comprenons la stratégie mise en place au lieu de toujours vouloir faire une compétition sur qui a le plus souffert ou sur qui endure le plus. Ok? Donc, attaquer la famille noire, diviser la famille noire en détruisant l'homme noir. L'homme est le pilier de la famille, ou du moins l'homme est censé être le pilier de la famille. Dès la colonisation et pendant la période esclavagiste, l'homme noir a été attaqué par les maîtres blancs dans sa virilité, dans sa masculinité. La stratégie abjecte de cette entreprise était de briser l'homme noir, de l'émasculer profondément afin d'attaquer les responsabilités et rôles attachés à cette fonction homme, pilier de la famille. Nous parlons notamment d'un devoir de protecteur, de gardien, de dirigeant, de quelqu'un qui subvient aux besoins de sa famille, de quelqu'un sur qui l'on peut compter, s'appuyer. On répète alors ce qui a déjà été dit plusieurs fois. Une colonisation réussie est une colonisation des esprits. L'idée est de profondément traumatiser l'homme noir, de marquer son esprit, de lui faire oublier qu'il est un homme afin que ses chaînes mentales soient transmises de génération en génération. David Walker, une des grandes figures abolitionnistes noires, disait de l'esclavage qu'il était capable de consommer les corps et âmes noires. Et dans Walker's Appeal, il décrivait la plantation comme une réalité où les hommes noirs étaient victimes d'émasculation. Et cette émasculation pouvait prendre plusieurs formes. Je vous présenterai ici que 2 exemples. Pour premier exemple, nous parlons des Men Without Pants, des hommes sans pantalon. C'était une technique psychologique employée par les maîtres blancs, notamment aux États-Unis, pour attaquer la Black Masculinity, la masculinité noire. Cela consistait à vêtir les hommes noirs et les jeunes garçons noirs avec des vêtements de femmes. On les féminise et on se moque de leur virilité. « Ah, regardez, vous n'êtes pas des hommes. » C'était une façon de détruire la virilité, en même temps que c'était un moyen pour les hommes blancs de se rassurer quant à leur propre virilité. Ils voulaient montrer qu'ils étaient les seuls vrais hommes sur la plantation. C'en dit d'ailleurs assez long sur le problème qu'ils avaient ici et... Je veux dire, ils étaient déjà en position de domination sur les hommes noirs mis en esclavage, mais ils avaient encore besoin de se rassurer quant à leur position de dominant. Encore une fois, ça en dit long sur où était véritablement placée l'infériorité dans toute cette histoire. Bref, féminiser l'homme en lui refusant de porter des pantalons et en se moquant, le rabaissant et lui répéter qu'il n'est pas un homme. Un autre exemple de l'émasculation de l'homme noir est le viol. Le corps noir fascine. Il a toujours fasciné. Aussi bien le corps de la femme noire que le corps de l'homme noir. Et nous voyons qu'encore aujourd'hui, cette fascination maladive et perverse perdure. Je le souligne pour ceux qui ne voient toujours pas la perversité dans les appropriations et toutes les volontés en tout genre de ressembler et de copier le noir. Ils y voient des mises en valeur et des appréciations positives et saines qui changent de la croyance qui a longtemps été véhiculée, selon laquelle le noir était méchant, sauvage, sale et qu'il fallait l'éviter. Je veux dire, pour une fois qu'on est apprécié. Pourtant, si on a en tête cette croyance largement véhiculée, effectivement, on oublie que cela dépendait des régions, des personnes, des plantations, etc. En effet, il y avait également des Blancs complètement fascinés par le noir,
amoureux du noir, amoureux du différent. Et nous l'avons vu dans une certaine mesure avec l'exotisme et la domestication, avec la fascination pour l'ailleurs. Et pour étoffer cela, John Hope Franklin expliquait que si le Sud esclavagiste gargarisait de ses apparences propres, nobles, de la haute société civilisée, il s'efforçait également de cacher l'envers du décor, ce qui se passait clandestinement, à savoir l'appétit blanc pour la chair noire. On disait qu'un maître d'esclaves préférait s'adonner à fouetter un nègre plutôt que d'aller s'asseoir à un dîner mondain. Je vous épargne des descriptions de ces, disons, événements qui font froid dans le dos. Mais voilà ce qui les faisait kiffer, comme on dit. C'est ce qui les faisait vibrer. Et en particulier les actes de torture sur des corps nus. Cela permettait d'asseoir sa domination sexuelle. Dans son autobiographie, James L. Smith décrit des scènes où il était complètement déshabillé, mis à nu, exposé. Et ces scènes soulignent justement les dimensions sexuelles de la rage, de l'obsession qu'avait l'homme blanc et de ce que Woodard appelle une appréciation esthétique du corps de l'homme noir nu. Je ne m'étale pas trop là-dessus car ce n'est pas notre sujet. En tout cas, vous l'aurez compris, l'homme noir était brutalisé pour nourrir la masculinité et virilité de l'homme blanc. Et donc le viol est un autre exemple de la stratégie mise en place par le colonisateur et l'esclavagiste pour émasculer l'homme noir. Nous parlons généralement des viols subis par les femmes et filles noires mises en esclavage. Ces viols pouvaient avoir lieu devant les hommes noirs. Le maître violait la femme mise en esclavage devant son père, son frère, son compagnon, son fils, l'homme noir en général, pour signifier « ta femme ne t'appartient pas, elle est à moi. Ta fille, j'en fais ce que j'en veux. Vous n'êtes que des objets, mes possessions. » Harriet Jacobs offre notamment une compréhension dans laquelle l'homme noir était considéré comme un homme que s'il était en mesure de protéger la femme noire et de l'accompagner dans le sens de la compléter. Et ainsi, T.J. Harris souligne que si l'homme noir ne pouvait ni avoir la femme noire ni la protéger, alors il n'était plus un homme. Il était dépourvu de manhood, de son identité d'homme. Donc non seulement le viol était pour briser la femme noire, mais aussi pour briser l'homme noir. Et on va encore plus loin, puisqu'il servait également à briser la confiance de la femme noire envers l'homme noir, en même temps que l'homme noir prenait en note son impuissance à protéger, à agir. Il a honte vis-à-vis de la femme, qu'elle soit sa mère, qu'elle soit son épouse, qu'elle soit sa sœur, qu'elle soit sa fille. John S. Jacobs racontait à propos de son père qu'il était un homme en même temps qu'il n'était pas un homme, c'est-à-dire un père sans autorité et un mari sans la capacité à protéger. C'est le plus triste des destins. Il disait, cela était la condition de mon père et celle de chaque esclave à travers les États-Unis. Il ne possède rien, il ne peut rien revendiquer. Son épouse n'est pas sienne, ses enfants ne sont pas siens. Ils peuvent lui être arrachés et vendus à tout moment et emmenés très loin selon le bon vouloir des marchands de chair humaine. Mais voilà, être un homme sans être un homme. Voilà le process. Et nous approfondirons les mécanismes de ce processus dans un prochain sous-épisode. De plus, les femmes et filles noires n'étaient pas les seules victimes de viols. Les hommes noirs étaient violés par les femmes blanches subjuguées, ce qui attisait la colère des hommes blancs, du coup n'étaient pas rassurés dans leur virilité, et ils le faisaient payer très cher à leurs esclaves. Mais les hommes noirs étaient également victimes de viols homosexuels, toujours dans cette stratégie d'émasculation. S'il est plus ou moins courant de parler des viols subis par les femmes, nous parlons peu des viols dont ont été victimes les hommes. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y avait une sorte de code d'honneur de l'homme noir sur la plantation, qui consistait principalement à ne pas se soumettre à l'homme blanc, quitte à endurer les pires tortures. Celui qui ne se soumettait pas était respecté par ses compagnons, par ses frères, par les siens. Et le viol était considéré comme un acte de soumission. Parmi tous les autres actes effroyables dont ils étaient victimes, Woodard dit qu'admettre avoir été victime d'un viol homosexuel était ce qui pouvait remettre en question l'honneur d'un homme.
Il ne serait plus considéré comme un homme par les autres. Et on va encore plus loin puisque Trudy Harris établit, pour expliquer ce code d'honneur, un contraste entre le viol dont était victime une femme noire et celui dont était victime un homme noir. Elle explique que la femme victime d'un viol était indéniablement détruite dans sa chair et au niveau psychologique, mais qu'elle continuait malgré tout à assumer ses responsabilités dites traditionnelles en tant que femme et continuait à contribuer à la communauté, notamment par le fait d'être mère. À la différence, un viol homosexuel était perçu comme la plus grande forme d'émasculation pour l'homme noir qui envisageait sa contribution de façon moins palpable, on va dire. Vous comprenez ? Vous comprenez comment l'homme noir est petit à petit arraché à lui-même, à sa famille et à toute sa communauté ? C'est dans ce contexte qu'est née la femme potomitan. Un contexte où l'homme est détruit et sa destruction est transmise de père en fils à chaque génération. Le pilier est détruit et sa destruction implique forcément l'effondrement de toute la bâtisse. Pourtant, la bâtisse ne s'est pas écroulée. Car la femme noire, résiliente, courageuse, forte, a repris le flambeau. Elle n'a pas eu le choix face à l'absence de l'homme. Elle est devenue à la fois mère et père, fille et fils, époux et épouse, femme et homme. Ce poids, cette double, triple, quadruple charge s'est transmise de mère en fille, de génération en génération. Et pour survivre, on l'a transformée en quelque chose de fier, en quelque chose de beau. Cet héritage est devenu le devoir de la femme noire, surpuissante, que rien ne peut atteindre et qui peut tout endurer. Ce faisant, on a créé des écrans de fumée. On n'arrive plus à voir que c'est une charge trop lourde, un mode de survie qui a été activé, qu'il était nécessaire d'activer, mais ce mode de survie aurait dû être temporaire. Or, nous voyons que ce mode de survie a été transmis de génération en génération. Nous ne vivons pas, nous survivons. C'est toute la structure qui a perduré, une structure, un système d'organisation où l'homme ne sait plus qu'il est un homme. Il a oublié. Lorsqu'il veut jouer l'homme, jouer le bonhomme, comme on dit, le chef, c'est en imposant sa toute-puissance. Moi homme, moi chef, moi fort, moi commandé, toi te taire. Mais ce n'est pas ça un chef de famille, ce n'est pas ça un homme. Parce que le traumatisme est transmis depuis des générations, l'homme abandonne sa famille, fuit ses responsabilités, ne fait même aucun effort puisqu'il sait que la femme noire, la femme potomitan, femme douboud, femme jock, assure le boulot. L'homme ne protège pas la femme, le mari n'aime pas l'épouse, le père abandonne ses enfants. La femme se charge d'être là et d'assurer magnifiquement. Mais elle est doublement, triplement, quadruplement chargée. Elle est fatiguée, épuisée et n'est absolument pas aidée. Et du coup, elle en veut à l'homme. Vous voyez ? L'homme n'a plus confiance en la femme n'a plus confiance en l'homme. Ils ne s'appartiennent plus, ils appartiennent au colonial depuis très longtemps. L'homme noir doit urgemment être réhabilité. Il doit urgemment entreprendre son processus de guérison, de déconstruction et de reconstruction. Bref, sa décolonisation. De même, la femme noire doit se libérer de la chaîne potomitan. Car oui, cette fierté de se revendiquer potomitan est un moyen de tenir bon, de se donner du courage, de continuer à avancer. Mais c'est surtout un écran de fumée qui masque les traumatismes, un subterfuge qui nous garde enchaînés au colonial. C'est un héritage qui nous oblige à nous montrer fortes, quoi qu'il arrive, à tout endurer, à tout supporter, à rester là, à essuyer les pires humiliations et épreuves pour les nôtres. Mais qui est là pour la femme ? C'est également un héritage qui nous empêche de nous rendre compte que, depuis petite, nous sommes éduqués pour être à la fois femme et homme, fille et fils, épouse et époux, mère et père. Et du coup, on ne se rend pas forcément compte qu'on ne laisse pas l'occasion à l'homme d'être un homme. Et lui ne cherche pas à l'être car la femme fait tout le boulot.
La femme noire ne peut plus se permettre d'être potomitan, car la femme potomitan n'est pas libre. Elle est profondément et manifestement traumatisée et hantée par le colonial, enchaînée au colonial. Et remarquez, l'homme dit « Si la femme ne me laisse pas être un homme, faut pas qu'elle se plaigne après. » Il n'a pas tort. Et la femme dit « Oui, mais si l'homme refuse d'être un homme, je n'ai pas le choix de l'être, sinon c'est tout qui s'écroule. » Et elle n'a manifestement absolument pas tort. Vous voyez, nous avons tendance à nous rejeter la faute et nous perdons de vue le véritable coupable, l'ordre colonial, divisé pour régner. Pourtant, il faut que les deux travaillent activement. Messieurs, les femmes ne peuvent pas le faire sans vous. Tout comme les hommes ne peuvent pas le faire sans vous, mesdames. Mais il faut le faire. Genre, c'est urgent. Il nous faut cesser de reproduire des cycles. Il nous faut cesser de transmettre une structure créée par le colonial. Car nous l'avons déjà dit, le problème à l'heure actuelle n'est pas la domination, mais notre soumission à la domination. La domination domine parce que nous sommes les acteurs actifs d'une stratégie coloniale mise en place et profondément ancrée depuis des générations. Il nous faut nous décoloniser, nous libérer de nos chaînes, afin qu'ensemble, nous restaurions notre humanité. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de le Study Vlog. Il y a énormément à dire sur le sujet, d'axes par lesquels s'engouffrer pour justement mettre en application la décolonisation de cet aspect. C'est pour cela qu'un atelier de décolonisation, ce qui était appelé avant les Lives de Damsel of Letters, donc un atelier de décolonisation est prévu sur ce sujet, alors restez connectés. Pour rester connecté, s'il vous plaît, ne le faites pas par Instagram car je n'y suis pas active comme vous avez pu le constater. Et je m'excuse d'ailleurs si vous avez envoyé des messages auxquels je n'ai toujours pas répondu. Pour rester connecté, inscrivez-vous plutôt sur damselofletters.com. En plus des articles du blog, vous ferez partie du listing de mail. Vous serez donc tenu au courant de tous les événements. De plus, cela nous permet d'échanger soit par mail, soit directement via le chat de l'application mobile damselofletters.com. N'hésitez pas à liker, à commenter de façon polie, courtoise et intelligente, évidemment, et à partager cette vidéo. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou sous-épisode de le Study Vlog. Au revoir.